Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Wow! Hey, nouveau thème. Quelle merveille! Pour le retour de notre ami Fred Bastien, qu'on a suivi un peu en Asie. Oui, Fred, tu nous as fait des chroniques asiatiques. Voilà, du Vietnam, de Hong Kong, du Japon. Et là, me revoilà à Montréal. Voilà, ben bon retour. Tu reviens dans un certain chaos, cher ami, mais tu l'as suivi aussi d'Asie et tu voulais d'ailleurs recontextualiser un peu tout ce brouhaha parce qu'il y a tellement de signaux qui nous viennent d'un peu partout. Oui. Je comprends les gens qui m'écrivent, qui sont parfois un peu perdus dans tout ça, qui essayent de se retrouver, que ça rend anxieux. On en parlait la semaine dernière. Et toi, de la planète asiatique, parce que si vous y êtes allé, l'Asie, c'est une autre planète. Vraiment, je me sentais dans Star Wars à plusieurs reprises. Ouais. Là, dans des ruelles, tu te dis, mon Dieu, il y a plein de langues que tu comprends pas, il y a du monde partout. Le trottoir est tellement peuplé. C'est vraiment un autre univers. On vit tellement différemment. Le Vietnam, là, juste les cultures, les coutumes, c'est complètement autre chose. Donc là, me revoilà en Occident, c'est complètement différent, il fait fret, mais on est content parce que justement, c'est pas juste les échos de l'Internet et des mauvaises nouvelles là, qu'on a. Là. Maintenant, j'ai le vrai monde, puis il y a de l'espoir malgré les changements assez colossaux qu'on est en train de vivre. Ouais, mais t'as eu un certain choc occidental, donc. Tranquillement, oui. Je te dirais que présentement, le choc, c'est plus de me réadapter à l'horaire occidental. Là, je suis en fin d'après-midi, des fois, je ne suis pas l'homme que je suis d'habitude. Là. Il y a un peu de fatigue qui entre en compte, mais regarde, je me donne une couple de jours, puis je reviens en pleine forme. Ce qui te frappe dans la façon de traiter, parce que t'as été en Asie, t'as vu, puis même selon les pays, tu nous avais raconté que c'était aussi différemment vu, analysé, compris. Complètement. Qu'est-ce qui te reste de cette expérience? Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans tous les articles médiatiques, les discussions que j'ai eues avec les gens là-bas en Asie, c'est un article du Asia Times. Asia Times, c'est un journal qui vient de Hong Kong, qui est publié en chinois et en anglais, donc qui s'adresse beaucoup à des enjeux internationaux. Et eux ont fait l'exercice de ressusciter, entre guillemets, un vieux philosophe chinois, OK? Han Fei, qui, lui, là, il y a plus de 2200 ans, était un peu comme le Machiavel chinois. Puis il était pertinent à l'époque parce que c'est selon ses philosophies qu'on aurait unifié la Chine là, pour la première fois dans l'histoire. C'est 2200 ans, c'est vieux quand même la Chine. Mais on dit aussi que c'est un peu le cousin de Machiavel, même s'il y a 1700 ans et 800 kilomètres qui les séparent. Et pourquoi il est encore pertinent aujourd'hui? Pourquoi on le réussit? Pour donner des conseils à Donald Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est que Xi Jinping, qui est présentement le leader chinois, le cite parfois, ce vieux philosophe, en discours. Alors, c'est donc la preuve qu'il y a encore, dans cette philosophie asiatique, un impact, Monsieur Han Fei. Et là, dans l'article du Asia Times, on ressuscite Han Fei pour lui faire donner des conseils à Donald Trump. Et là, bien sûr, on a la perspective asiatique, peut-être des reproches ou une vision peut-être très critique de l'Amérique telle qu'on la voit. Tu sais, on dit par exemple là, que la faiblesse et l'avarice a pris l'empire américain dans des tâches militaires inutiles internationales, ce qui draine les ressources. On a dit qu'on a donné les leviers du pouvoir américain à des vulgaires marchands. C'est quand on pense à Donald Trump, c'est un peu ça. Et encore une fois, c'est la vision chinoise très différente de la nôtre. On dit dans l'article, là, je l'ai traduit directement, les prix des biens ont grimpé en flèche. La criminalité et la misère ont englouti de vastes pans des villes autrefois florissantes. Les gens sont en colère et les distractions que sont les jeux de ballon, les filles dévêtues, les tableaux en mouvement, les bibelots et les jeux de hasard et les remèdes apaisants ne suffisent plus à empêcher le désordre et les querelles. Alors, on dresse un portrait très négatif de l'Amérique, mais qui justifie, là, selon eux, l'avènement de M. Trump. Et quand on s'adresse à Trump, on dit, c'est fascinant parce que autant cet empereur, on l'appelle l'empereur parce que on ressuscite là, le philosophe, puis il y a 2200 ans, il n'y avait pas vraiment de président, là, c'était des empereurs à l'époque. Puis ce qui est intéressant aussi, parce que dans l'article en tant que tel, on dit, vous savez, l'empire américain est très jeune, c'est seulement 250
50 ans, alors que nous, on est à 2200. Dans l'article, on dit il y a eu un petit pan de l'histoire, une petite exception où c'était pas notre empire, la Chine, qui dominait le monde, mais maintenant, c'est en train de redevenir comme c'est supposé être. Mais c'est cette guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis ou les États-Unis à la Chine, à savoir qui est la première puissance mondiale. Exact. Mais aussi, on pourrait dire militaire froide, là. Il y a une espèce de... D'ailleurs, on y revient dans l'article, on dit que la République populaire de Qin, c'est comme ça qu'on appelait la Chine, là, il y a 2200 ans, dans la langue du philosophe en question, a aiguisé ses épées, a fabriqué des flèches et des projectiles, a construit des jonques de guerre et des machines volantes invisibles pour réorganiser leurs artisans et leurs commerçants pour se préparer à la guerre commerciale. Tu vois. Alors, on parlait de guerre commerciale déjà. Oui, exact. Mais dans cette manière de le voir, tu sais. Puis, donc, ce qu'on trouve... Mais ça a toujours été ça. Ce qu'on trouve... Les guerres sont toujours des guerres territoriales. Mais pourquoi le territoire? Parce que les ressources. Les ressources, exact. Et tu veux toujours... Tu vas conquérir le territoire de l'autre. Pourquoi? Parce que tu veux t'approprier ce qui lui appartient. Oui, puis tu sais, je prends un petit détour. Il y a plusieurs années, j'avais été invité à c'est pas pour des vraies questions identitaires. Témoin de meutes de loups qui dormaient. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on racontait sur les meutes de loups? Mais c'est qu'ils veulent étendre leur territoire pour avoir plus de ressources. Ils veulent avoir plus de ressources que la meute voisine. Donc c'est un peu dans notre instinct. Assurer la survie de l'espèce. Exact. Et des meilleures conditions pour ses enfants. Et tu sais, donc plus de bouffe, plus de... Puis là, je pense que ça peut devenir aussi une obsession maladive, là, c'est comme quand est-ce que trop c'est trop, t'sais. Mais pour revenir au conseil de notre philosophe envers M. Trump, ce qui est intéressant, c'est que il dit que autant cet empereur parle, autant la quantité et le volume de ses paroles masquent un silence pesant. Il a tout dit et il n'a rien révélé. Ça, j'ai trouvé que c'est une belle manière de voir Trump en disant, c'est vrai, il parle tout le temps, mais après ça, comment est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qu'il pense, considérant qu'il change d'idée à chaque 2 semaines, tu sais, à chaque 2 jours peut-être. Dans ses méthodes de négociation, il est constamment en train de faire des blagues, d'exagérer, mais ensuite, comment on réussit à trouver la vérité là-dedans, ce qui est très machiavélique en soi aussi, là, si on pense à Machiavel. Dans mes valises, j'avais Le Prince de Machiavel pour mieux comprendre, me rafraîchir la mémoire envers cet autre grand philosophe de la politique. Puis, tu sais, c'est dur de pas voir des parallèles avec comment est-ce que les dirigeants les plus, qui ont le plus de succès, mais qui sont les plus agressifs, on va dire, dans leur manière d'appliquer le pouvoir, ben, à quel point ça a encore un impact aujourd'hui, tu sais. Donc là, je me fie à Han Fei et à Machiavel pour analyser les gestes de M. Trump, puis bon, malheureusement, ça me rassure pas, par exemple. Tu sais, une dernière chose aussi, quand on encense ce que la Chine a fait dans les dernières années, on dit la Chine a été très bonne pour garder les marchands en ligne. Hein. On se souvient là, que Alibaba, là, qui était la version Amazon de la Chine, ben Jack Ma, on l'a un peu poussé, il avait disparu pendant longtemps. Donc, encore une fois, la vision du pouvoir de la Chine, c'est quand même une séparation des marchands et de l'État. Et là, bon, de la perspective du Asia Times, on est dans une époque unique où ben, les marchands ont les contrôles du pouvoir. Puis, il y a peut-être moins de distinction là, dans la manière oligarchique pour les Américains de s'installer au pouvoir présentement. Là. Ouais. Écoute, c'est fascinant tout ça, par exemple. En même temps, je t'écoute nous parler de la Chine, puis des leçons que la Chine fait aux Américains. Ouais. On pourrait faire beaucoup de leçons à la Chine. Mais non, complètement. Sur ses propres fronts, d'ailleurs. Exact. Même si ce journal vient de Hong Kong, on s'entend que c'était un peu de la propagande pro-Orient, là, on va dire. Là, donc, encore une fois, c'était fascinant d'avoir l'autre côté du miroir devant soi, puis de comprendre que on est tous humains, puis on se bat tous pour notre pointe de tarte. Là. Puis continuons de nous serrer les coudes, puis merci à tous les auditeurs qui nous appellent puis qui nous en parlent, parce que c'est notre responsabilité aussi de prendre soin de nous les uns les autres, là, malgré les enjeux dans lesquels on est présentement. Là, merci beaucoup, Fred. Ça fait plaisir.